Au début, si tu te souviens, tu étais seul, puis tu as commencé à travailler avec des freelances. Ensuite, tu es passé d'1 à 4 employés, une petite équipe, avant d'atteindre 5 à 9 personnes. Tu as franchi le cap des 2 chiffres et maintenant, nous regardons la tranche supérieure, c'est-à-dire de 20 à 49 salariés. D'accord. Donc, tu es passé de toi tout seul à, en fait, ta propre petite communauté. C'est ça. C'est quoi la phase d'optimisation? D'accord. De 20 à 49 personnes sont visées. Dans cette phase d'optimisation, ton rôle change. Tu passes de manager à leader. Ne pouvant plus tout gérer seul, tu dois désormais diriger l'ensemble de ton équipe. Et concrètement, cela signifie avoir 2 niveaux complets de manager. Avant, les managers géraient des contributeurs individuels. Désormais, ils encadrent des managers qui dirigent des contributeurs. Tu pilotes l'ensemble. Seulement 2,1 millions d'entreprises y parviennent. C'est comme tout ce qu'on voit en ligne. Parmi toutes les personnes qui réussissent, seuls 2,1 millions d'entreprises parviennent à ce stade. Si tu es là et que tu regardes ça, félicitations, car c'est vraiment génial. C'est une étape difficile car tu ne peux plus tout gérer seul. Les choses se compliquent car tu dois désormais passer par d'autres personnes pour réussir. Cela étant dit, nous allons plonger dans ce à quoi ressemble le produit au niveau optimisé. Et aussi si tu passes, tu sais, de l'étape 5 à l'étape 6. Quand on parle d'équipe comme des couches de manager, le titre du manager sera différent. Auparavant, nous occupions des postes de directeur avec des managers et des contributeurs individuels. Désormais, nous sommes le leader au-dessus de ces directeurs. Au début, comme c'est informel, entre chercheurs, initiateurs, exécutants ou formateurs, il n'existe pas vraiment de termes spécifiques pour définir cela car l'entreprise est encore petite. Mais en gros, depuis 2 étapes, dans les faits, votre rôle réel se situe désormais bien au-dessus du titre le plus élevé au sein de toute la structure de l'organisation. Donc en ce moment, tu as des directeurs et tu les diriges. Ensuite, au niveau suivant, nous allons avoir besoin de leaders. C'est un petit avant-goût de la suite, mais commençons maintenant par le produit. Ce sont vos bons services et résultats. Au niveau 6, de 20 à 49 employés, vous devez améliorer 2 produits. On a 2 produits. Leur amélioration ralentit car on se dit « ça y est ». Tu jongles avec 2 assiettes, n'est-ce pas? Et donc, pour l'étape suivante, tu dois mettre en place une amélioration progressive pour les 2 produits. Très bien, voilà à quoi ça ressemble. Liste tous les problèmes, puis estime le gain, le coût et le risque. Il s'agit en fait du même RICE, il y a plusieurs cadres différents que tu peux utiliser ici. Très bien, RICE est un exemple déjà mentionné pour Reach, Impact, Confidence, Expense. On évalue l'impact ou gain, le coût et le risque. Presque tous ces cadres ont les mêmes 3 à 4 éléments. En ce qui concerne le processus de prise de décision, ce dont il s'agit ici, que Léla a mentionné plus tôt, c'est simplement la priorisation des ressources. Et ce que vous remarquerez, c'est un thème récurrent à mesure que vous progressez dans l'échelle entrepreneuriale. Vous écoutez Steve Jobs, vous écoutez Elon, et les meilleurs entrepreneurs, à leur plus haut niveau, ne parlent que de focus. C'est le focus et la priorisation. Donc si vous voyez cela comme un thème récurrent, c'est simplement que les ressources augmentent, il faut donc recouper et reprioriser. Et puis, les ressources vont encore augmenter. Donc c'est plus un cycle qu'une case à cocher. C'est quelque chose qui se répète sans cesse. À ce stade, vous avez vos estimations. Quel gain en prévoir? Quel est le coût en temps? Quelle probabilité? Et vous pourriez ajouter combien de personnes cela va-t-il impacter? Combinez-les, mais l'essentiel est de voir combien de gens sont touchés et à quel point. Puis trier par impact maximal et coût minimal. Puis nous priorisons leur résolution une à la fois. Donc je veux vraiment insister sur ce point. Beaucoup de gens n'aiment pas ce concept de résoudre les problèmes les uns après les autres, n'est-ce pas? Ils veulent faire, vous savez, disons, nous avons plusieurs personnes, alors faisons-les tous travailler sur différentes choses en même temps. Mais voilà le problème. D'après mon expérience, c'est vraiment important. Il faut être capable de dire « ça, c'est une urgence ». Nous devons vraiment améliorer notre taux de conversion. Nous devons vraiment améliorer les ventes. Et pourtant, nous n'allons pas en parler en tant qu'entreprise parce que ce n'est pas la priorité. Maintenant, est-ce un problème? Oui. Mais maintenant, est-ce le plus gros problème? Et donc, si vous dites à l'équipe que personne ne va travailler sur aucun autre problème que celui-ci, devinez à quelle vitesse il sera résolu. Et donc, voilà le truc. Si, disons, nous voulions résoudre les 4 problèmes en même temps parce que nous avons 4 coéquipiers, je vous garantis que si les 4 personnes travaillent sur un seul problème et ils ressentent l'urgence parce qu'ils se disent « ce feu brûle toujours », tu te dis « réglons celui-ci rapidement ». Alors, ils résolvent ensuite celui-là et tu te dis « super, on a réglé celui-ci ». C'est fait. Plus besoin d'y penser. Maintenant, les 4 ressources se concentrent sur le suivant. Imagine que c'est comme une loupe. C'est comme si tu utilisais le soleil pour vraiment percer le papier.
Trop d'entreprises restent loin et ne font que le réchauffer. Elles ne percent jamais vraiment. Concentre tes efforts et tu serais vraiment étonné. En tant qu'entrepreneur, tu adoreras ta vitesse de progression. Si tu décides de faire les choses dans l'ordre, même si on pense pouvoir tout gérer de front, l'urgence des autres problèmes te forcera à régler le premier plus vite. Personne n'a le droit de faire autre chose, donc tout leur emploi du temps est libre pour ce problème. Tu serais surpris de la vitesse à laquelle les problèmes se résolvent. Enfin, côté priorisation, on a parfois de la chance. Si ta priorité dépend d'une contingence, comme devoir ouvrir la porte avant de traverser le bâtiment, la priorisation devient facile. Quoi qu'il arrive, il faut faire ça en premier. Mais très souvent, il n'y a pas de contingence. Avec un pool de ressources partagées et de nombreux problèmes à résoudre, j'ajoute ce point que Leila m'a appris. Et honnêtement, ça a vraiment changé ma vision en tant qu'entrepreneur. C'est pour ça que j'insiste autant là-dessus. C'est la différence entre les opportunités manquées et les problèmes. Les opportunités manquées m'ont stressé toute ma vie. Je pensais qu'on perdait tout cet argent, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Tu pourrais en gagner plus, mais ce n'est pas le cas. Mais il y a des problèmes qui existent actuellement dans l'entreprise. Et plus j'ai concentré tous mes efforts à résoudre les problèmes plutôt qu'à courir après les opportunités, plus mon opportunité existante s'est développée. Si tu poursuis ces opportunités au lieu de résoudre les problèmes, tu fais grandir les deux. Tes problèmes actuels et ceux liés à cette opportunité que tu ne connaissais pas. Et maintenant, tu as plus de problèmes et moins de ressources pour agir. Alors qu'en verrouillant tout jusqu'au bout, tu gardes en fait les choses sous contrôle. Et tu grandis en t'améliorant au lieu d'en faire plus, ce qui est le thème ici, l'optimisation. C'est le thème à ce stade. Tu sais, je pense que dans le cas d'Alex, ce à quoi tu t'identifies, ce sont les opportunités manquées par rapport aux problèmes. Ce avec quoi j'ai du mal en matière de priorisation lié à ma personnalité, c'est de vouloir une entreprise parfaite, un produit 10 sur 10, un marketing 10 sur 10, des ventes et un service client 10 sur 10 à tout moment. Et donc, cela crée des priorités concurrentes. Pour quelqu'un dans le business d'un peu maniaque, il faut apprendre à accepter que les choses soient imparfaites car les solutions parfaites n'existent pas. Parce que même la solution que vous mettez en place va créer d'autres problèmes. Une façon dont j'ai pu prioriser les choses, c'est en acceptant que tout ne soit pas parfait. Je n'ai pas fait d'une entreprise idéale une priorité parce qu'il y a peu de chances que cela existe. Les entreprises parfaites n'existent que sur le papier. Sinon, elles font faillite, soit elles ne font aucun profit. Réaliser que le monde des affaires n'est pas parfait, que tout restera imparfait et qu'on ne peut pas tout résoudre d'un coup. Ma plus grande révélation a été de comprendre que vouloir tout perfectionner à la fois rend tout médiocre. Concernant la priorisation des fonctionnalités, chaque produit et service a ses propres fonctionnalités. Ce sont vos éléments de service ou de vente. Deux approches existent. D'abord, listez vos fonctionnalités dans une communauté pour les faire voter par les membres. Personnellement, je n'aime pas cette méthode, mais si vous n'êtes pas très malin, vous pouvez simplement faire ça. Car ils jugent selon leur compréhension actuelle de ressources qu'ils ignorent. Si vous connaissez des capacités technologiques ou des choses réalisables qu'ils ignorent, vous ratez alors les sauts majeurs. Mais j'ai vu des entreprises bien réussir dans ce domaine. Je pense que cela fonctionne mieux dans les entreprises où il y a très peu de technologie, à mon avis. Certaines entreprises technologiques font ça, mais à mon avis, les plus innovantes ont une meilleure connaissance de leur entreprise que le client. Ils se disent « Et si on faisait ça ?» Le client est alors époustouflé. C'est comme si Elon allait sortir un téléphone. Ce sera grâce à SpaceX qui a plus de satellites dans l'espace que quiconque. Mais on peut se demander comment son entreprise spatiale va-t-elle fabriquer un téléphone. Mais c'est parce que personne ne demanderait ce téléphone. Car ils ignorent les technologies pour fabriquer un téléphone et les besoins matériels associés. La première méthode consiste à demander à l'audience « c'est correct, mais à ses moyens ». La deuxième est de lister les fonctionnalités du produit et de demander. Et celle-ci, je l'aime beaucoup en termes d'élagage. D'accord, donc en clair, il s'agit d'élimination plutôt que de ce que nous allons construire. On dit, si j'ai ces 10 éléments associés à mon service ou produit, si je devais tous les supprimer sauf un, lequel voudriez-vous que je garde? Cela oblige les clients à dire, non, ce sont ces éléments qui ont le plus de valeur pour moi. L'une des choses que nous avons apprises, c'est que la raison numéro 1 pour laquelle les gens annulent leurs abonnements, c'est la surcharge. On veut en faire plus pour les clients, mais on finit par les submerger. Et donc, on ajoute des choses en pensant que plus c'est mieux. Mais mieux c'est mieux, et plus sont deux choses vraiment très différentes.
Pour améliorer les choses, la solution est bien souvent d'élaguer pour lui permettre de continuer à grandir et de devenir plus sain. C'est pour cela qu'on taille les arbres dans les jardins. C'est précisément de cette manière qu'on les rend plus forts. C'est comme ça qu'on l'améliore. Et puis, à l'inverse, on peut se demander, si on gardait tout sauf une chose, laquelle ne ferait aucune différence dans votre vie? Et voilà le truc, une fois que vous avez, d'accord, voici les 2 ou 3 choses les plus importantes et voici les choses qui comptent le moins. Supprimez le bas et ne dites plus rien. La raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que vous ne voulez pas dire « Hé les gars, ça va ?» Si je supprime ça, tout le monde va être contrarié car c'est là. Vous enlevez quelque chose, mais la plupart ne le remarquent même pas, personne ne l'utilise. S'ils l'utilisent, ils n'en profitent peut-être pas. Ils l'ont tous classé dernier. Voici l'histoire. Lors de notre sondage sur une dizaine de fonctionnalités chez Gymwash, celle-ci a fini en bas de liste. Et ce qui m'a surpris dans les résultats, c'était le support technique. On avait 35 personnes pour le support technique. Les gérants de salles ne comprenaient pas la technique, comme les sites ou les pubs. Finalement, notre plus gros point faible, c'était ce support. Ils ont dit « S'en débarrasser ne me dérangerait pas. On a supprimé un service de 35 personnes. Ce fut un licenciement vraiment douloureux. L'entreprise était en bonne santé, mais personne n'y accordait de valeur. Le taux de résiliation n'a pas bougé, la satisfaction client non plus, rien n'a changé. » Donc si vous supprimez quelque chose, attendez ensuite. Si personne ne dit rien, félicitations. Vous gagnez plus d'argent en faisant moins et vous avez littéralement un meilleur produit. Et si des gens réagissent avant de le rajouter immédiatement, demandez-vous simplement qui sont ces clients. Est-ce le type de client que je veux servir? Et à long terme, est-ce que c'est ce que je veux développer? Dois-je développer cette partie de ma base? Certaines coupes stratégiques impliquent de perdre 5% de clients pour un produit globalement plus sain. C'est notre vision de l'optimisation. Il s'agit donc d'un mélange. Quelles nouveautés allons-nous créer pour améliorer le produit? Et ensuite, que supprimer afin d'améliorer également le produit? Ça passe par du neuf et des suppressions. C'est notre point de départ. Améliorer 2 produits ralentit leur progrès respectifs. Nous devons donc prioriser et dire « c'est la seule chose que nous faisons. Réglons d'abord ce problème. Nous verrons le reste par la suite. » Puis, supprimez tout simplement les mauvais éléments. Le produit est fini. Passons au marketing. Comment en parlez-vous aux gens? Au niveau d'optimisation 6, vous avez entre 2 et 50 employés. Le souci, c'est que les pubs convertissent moins sur un public froid, donc le CAC augmente. Avant, on ne convertissait pas car la LTV était trop faible. Ici, le CAC grimpe encore, créant le même problème. Mais vous avez différentes façons de les résoudre. Très bien, pour l'étape suivante, nous assemblons les publicités pour augmenter le volume. Il suffit d'en créer davantage et de diffuser sur plus de plateformes et d'emplacements. Vos dépenses quotidiennes augmentent. Les pubs s'épuisent vite sur ces cibles. Il nous faut donc varier davantage. Voici donc comment on assemble les publicités. Nous écrivons 50 accroches, 3 à 5 parties substantielles, puis 1 à 3 appels à l'action. C'est disproportionné car, selon David Ogilvy, une fois le titre écrit, vous avez dépensé 80 centimes de votre dollar. Seuls 20% des gens dépassent l'accroche. C'est là qu'il y a le plus de variété. Vous pouvez diffuser la même publicité et recycler les accroches pour toucher différentes personnes. C'est ainsi qu'on évite la lassitude publicitaire. La lassitude vient des accroches, c'est donc l'élément le plus important. Si 80% de votre budget pub va là, consacrez-y 80% de votre temps. C'est ma vision des accroches. Les accroches sont « j'analyse mes anciennes pubs réussies ». Au début, 100 publicités réussies, créez-en 50. Sinon, utilisez vos publicités actuelles et analysez vos anciens succès. Vous voulez reproduire ce succès? Analysez vos meilleurs contenus pour y trouver des accroches. Testez-les ensuite dans vos publicités. Ma meilleure pub actuelle reprend l'accroche d'un post. À 85 ans, tu ne regretteras pas d'avoir manqué d'histoires folles. C'est issu d'un contenu devenu une publicité très performante. Puis, il y a les pubs gagnantes d'autrui. J'aime piocher des accroches venant d'industries totalement différentes. Une chaîne d'hôtels utilise cette accroche. Et ça marcherait aussi pour nous. Nos besoins sont juste différents. J'adore le dicton « l'artiste vole » ou peu importe comment on le dit. J'adore voler comme un artiste. Les contenus gagnants des autres, c'est le même concept, mais appliqué au contenu. Et enfin, j'utilise ceci en dernier recours. Je fais des recherches dans la bibliothèque publicitaire car la plupart des plateformes en ont une. Si vous voyez une publicité qui tourne depuis 1 mois ou 2 mois, alors c'est probablement une gagnante. Vous pouvez observer différents acteurs du secteur ou même en dehors. J'aime simplement regarder les publicités les plus performantes. Parce que je n'aime même pas donner l'impression de regarder ce que font les autres. Je n'aime pas non plus être influencé. J'aime toujours faire les choses à ma façon.
prendre des idées d'un TikToker comme une boutique TikTok pour des fossiles. J'ai alors compris que je pouvais utiliser le début du crochet avec la deuxième partie de celui de quelqu'un d'autre. C'est là que la magie opère vraiment. Je fais d'abord les 4 autres car ils sont classés par risque. Une ancienne pub gagnante a de fortes chances de réussir. C'est pareil pour votre contenu précédent face au même public. C'est assez élevé, non? On suit l'ordre de probabilité décroissant pour les accroches. Une fois que nous avons rédigé les accroches, nous avons en gros différentes façons de présenter l'offre. En gros, c'est ça. Et donc, si on pense aux 8 leviers de valeur, dont nous avions 4 pour l'équation de valeur, ils ont simplement des images miroirs. Et donc, vous avez votre résultat de rêve, c'est-à-dire voici les bonnes choses. Mais vous pouvez aussi dépeindre la situation cauchemardesque. Par exemple, vous avez déjà vu une pub en noir et blanc où les gens font genre « Ah, c'est ça le cauchemar ». En ce qui concerne le cœur de la pub, quelle situation décrivent-ils? Ensuite, il y a le risque ou la probabilité perçue, donc comment montrer le risque de ne pas faire cela, ou le faible risque de choisir cette option, notre option. N'est-ce pas? Ensuite, il y a la rapidité. Les autres méthodes sont lentes et pénibles, alors que la nôtre est bien plus rapide. Et puis, voyez tout le travail et les sacrifices exigés ailleurs, comparé à la facilité et au confort qu'offre notre solution. Donc j'aime regarder les deux côtés et penser à plus de choses positives, moins de choses négatives, et on pousse ça tout au long du processus. En ce qui concerne les thèmes des publicités, soit je crée des publicités dont le cœur porte sur le produit ou le service. Donc c'est simplement parler de ce que nous faisons. L'autre option, c'est de parler des personnes qui l'ont fait. Donc ce sont les témoignages, parfois ce sont des employés qui parlent du produit. L'éducatif consiste davantage à expliquer le fonctionnement. Les publicités narratives et émotionnelles. Donc ces publicités sont, disons, plus proches de cinématiques, si cela a du sens. C'est un peu l'essence de celle-ci. Et puis il y a les publicités non humaines. Donc ce sont des dessins animés, des mèmes. Ce sont les types de publicités qui fonctionnent vraiment bien ici. Et donc tout au long de ce processus, et surtout avec ce type de produit ou service, vous y réfléchissez. Comment puis-je démontrer le produit? Comment puis-je démontrer le service? Pour une agence marketing, au-delà des prospects, ce que les gens veulent vraiment, c'est une salle de sport pleine. Nos meilleures pubs pour Gym Launch ne parlaient même pas de notre service. On montrait juste une salle comble en disant « c'était grâce à nous ». Ça marche mieux que de montrer tous les prospects que nous avons obtenus, car c'est ce qu'ils veulent vraiment. Un célèbre dicton marketing dit que les gens veulent des trous, pas des perceuses. On achète la perceuse pour le trou, car l'objectif final est simplement de répondre à un besoin. Donc, nous devons parler du trou, pas de la perceuse. Très bien. Et donc, enfin, il y a les appels à l'action. Une fois leur attention captée, expliquez-leur pourquoi ces moteurs de valeur sont importants. C'est ça. On centre cela sur l'un de ces 5 thèmes. Ensuite, on passe aux appels à l'action pour leur dire quoi faire, comment et quand le faire, ce qu'ils obtiennent, puis on illustre le résultat optimal. À la fin de presque chaque publicité que je crée, je montre à quoi ressemble la page suivante dans l'entonnoir. Je leur montre de cliquer sur le bouton de création du formulaire. J'aime procéder ainsi car c'est cohérent, ils voient l'annonce, arrivent sur la page et cela correspond exactement à leurs attentes. Ce petit détail peut vous donner un avantage sur toutes les publicités. À ce stade, vous avez désormais une machine. Vous assemblez des publicités, vous mettez les pièces ensemble. Car avec 50 accroches, 3 à 5 morceaux de contenu et 1 à 3 appels à l'action, vous obtenez entre 150 et 750 possibilités de publicité. Variation de publicité que vous créez par semaine. Et n'importe qui peut faire 50 accroches, 3 à 5 morceaux une fois par semaine. Ce volume publicitaire est nécessaire pour passer à l'échelle. Ce qui limite votre passage à l'échelle n'est pas votre marché, mais le fait que vos publicités manquent de qualité. Pour convertir les audiences froides, il faut simplement de meilleures créations. Dans Optimize, nous maximisons l'utilisation de nos ressources. Ici, le thème central reste l'optimisation. Transformer des publicités peu performantes pour mieux maîtriser le coût d'acquisition via un processus d'assemblage de publicités hebdomadaires. Et donc, à ce stade, nous passons à la vente, c'est-à-dire comment amener les gens à vous donner de l'argent pour vos produits. Ici, la contrainte est que le taux de conclusion sur le produit principal faiblit et devient irrégulier. Les remboursements diminuent. Mais les ventes aussi. Ensuite, instaurons des formations commerciales et du coaching d'équipe. Comme vous avez déjà votre équipe, nous verrons la gestion humaine plus tard, dans le module dédié à la croissance. Voici donc à quoi devrait ressembler ce qu'il faut faire. Pour une vision d'ensemble, nous aimons poser le cadre que personne n'est parfait. Cela signifie qu'en tant que manager, vous devez dire à votre équipe « Je ne suis pas meilleur que vous. Je vais faire des jeux de rôle avec vous et je ferai aussi des erreurs. »
Vouloir paraître parfait devant votre équipe freine la pratique du jeu de rôle par peur du ridicule. Dites-vous plutôt « Allez, j'y vais. Je me tromperai. On fait ça ensemble. » Numéro 1, le système de vente. Commencez par enregistrer des exemples. À quoi ressemblent de bonnes ventes et à quoi ressemble le script parfait? Vous voulez créer un guide de ton pour le script. Cela signifie que si vous avez des italiques, des soulignés, du gras et des majuscules, cela donne des indications. À quel moment faut-il ralentir? Quand accélérer? Quand interroger sous forme interrogative? Par exemple, est-ce ce que vous voulez dire? Vous aimez les chiens? C'est une question. Ou bien, vous aimez les chiens? C'est une affirmation bien différente, n'est-ce pas? Donc, donnez des guides de ton pour savoir où mettre l'accent, accélérer et élever la voix. Ou la baisser. Faire traîner la voix pour la rendre plus captivante, n'est-ce pas? C'est ce qu'on fait dans la formation à la vente. Après avoir suivi le système, on se demande, d'accord, quelle différence sépare ceux qui arrivent? C'est là que le coaching individuel entre en jeu. Nous faisons donc des jeux de rôle en fonction de la faiblesse spécifique du commercial. 2 fois par jour en S1, 1 fois en S2, puis par semaine. Ils deviennent productifs. Sans productivité après 2 semaines, on s'en sépare. C'est l'individuel. Pour la formation d'équipe, on utilise toujours les vidéos. N'oubliez pas, ça continue, vidéo disponible uniquement à la vente. Nous avons donc toute l'équipe, mais aussi des enregistrements vidéo pour l'équipe elle-même. Et sur ces vidéos avec l'équipe de vente, le commercial se lève et dit « Voici toutes les choses que j'aurais pu mieux faire. J'ai appris ça à la dure. » Vous ne voulez pas que les gens se contentent de dire à cette personne tout ce qu'elle a raté. C'est horrible, c'est fait. On aurait dit que plus personne ne voulait d'appel, maintenant ça marche comme ça. Tu te lèves et tu dis ce que tu aurais pu améliorer. Et ensuite, tout le monde dit toutes les choses que tu as bien faites. On te fait des éloges en public, puis c'est à ton tour de jouer. Souvent, en se revoyant, les gens se disent qu'ils ont raté des choses. C'est ainsi qu'ils apprennent. Ils le savent en visionnant ta vidéo. Cela guide la formation que le manager fera avec cette personne. Ce sera du genre « Hey, on manque de lien. Entraînons-nous sur ce point jusqu'à réussite. » Et puis, enfin, la cadence. Réunion d'équipe hebdomadaire, point quotidien, puis entretien hebdo. C'est une fois en phase de maintenance. D'abord, tu intègres ainsi, mais ensuite, tu passes simplement en mode maintenance comme ça. Voici comment optimiser les ventes. C'est-à-dire que tu as une équipe et tu dois en tirer le maximum possible. Le ROI s'améliore. L'efficacité du closing sur le produit principal chute et est instable. Les remboursements diminuent, mais les ventes conclues baissent aussi. On est passé à la création d'un système de formation à la vente complet avec enregistrement, script, meilleurs appels et analyse vidéo. Nous avons instauré un coaching individuel et un rythme d'équipe pour resserrer les boulons et s'améliorer encore et encore. Ensuite, on passe au service client ZIT. Le service client incite les clients à parrainer, rester fidèles, laisser des avis et racheter. Ce sont les 4 R. Et donc, à ce niveau, le taux de résiliation augmente à cause du volume et du nouveau produit, n'est-ce pas? Donc, tu as un autre produit. Tu as aussi plus de volume sur l'existant et le nouveau, ce qui crée plus de résiliation, non? Pour l'étape suivante, tu veux segmenter les clients par cohorte et définir des points d'activation. La première chose à faire, c'est segmenter nos clients. On peut segmenter les gens selon leur date d'inscription ou le produit acheté. Par exemple, pour le nombre de clients, on observe simplement quand ils se sont inscrits. Si tu regardes, par exemple, quelqu'un s'est inscrit de juillet à novembre. C'est pour ça que c'est crucial. Souvent, quand quelque chose ne va pas ou en cas de résiliation, on peut en comprendre la raison. Qu'avons-nous changé, arrêté ou commencé à faire quand le taux de résiliation a augmenté? Donc, ce que je cherche, c'est à segmenter les clients selon leur date d'inscription pour comprendre ce qui a changé ou non ou ce qui a été arrêté ou lancé à ce moment-là. C'est donc l'une des premières choses. Très souvent, les gens disent « Oh là là, il faut qu'on règle tout ça à cause du taux de retour des clients. » Voyons ce qu'on a arrêté ou commencé à faire quand ces clients sont arrivés. Par exemple, on a peut-être ajouté un deuxième produit. Le service client manquait peut-être d'efficacité car mal formé sur ce second produit. Et cela s'est produit en juillet, non? On pourrait aussi se rendre compte d'une chose. Les inscrits à Gym Launch en janvier avaient un taux de résiliation plus élevé par rapport à ceux d'octobre. En janvier, tout le monde s'enthousiasme et se dit « Je dois m'inscrire ». Mais les clients d'octobre voulaient vraiment maigrir sans attendre le nouvel an. En segmentant ainsi, vous comprendrez mieux pourquoi ils ont résilié selon leur date d'inscription. Visualisez ceci. Voici les données d'une de nos entreprises. On voit l'évolution du mois 1 au mois 5. Pour les nouveaux inscrits, on n'a qu'un mois de recul, d'autres en ont 2 ou 3.
celui-ci a 4 mois. Et donc, on peut voir, ah, tu sais quoi? Nous avons une chute massive entre le 4e et le 5e mois. D'accord. Qu'est-ce qui manque ici exactement? Et pouvons-nous faire quelque chose pour aider les gens à franchir ce cap? Une fois que vous avez les données, il devient beaucoup plus facile d'identifier ces choses-là. Y a-t-il quelque chose que nous pourrions mettre en place 1 à 2 mois avant le churn en tant qu'incitation à rester? Si l'on sait que le churn arrive au 6e mois, n'offrez pas l'incitation à ce moment-là. Proposez-la dès le 4e ou 5e mois avant que certains ne partent. Et donc, nous voulons aider les gens à franchir ce cap. Alors, pensez-y de cette façon. Observez quand le churn survient, donc le mois où il arrive pendant leur engagement. Regardez aussi le moment où ils se sont inscrits et l'évolution à chaque étape. Parce que le moment où ils se sont inscrits peut déterminer s'ils réussissent ou échouent à ce point de churn. Au changement de fournisseur, ils peuvent indiquer ce qui s'est passé durant les 1 à 2 mois précédents. Voici les données à examiner pour analyser la situation. Client. Souvent, les gens décident de partir 1 ou 2 mois à l'avance. Il vaut mieux s'y prendre un peu plus tôt. L'autre option est de passer par le produit. Vous pouvez donc voir, d'accord, prenons ces clients. Segmentons-les par produit pour voir ce qui se passe. On voit que les clients du produit de niveau 1 résilient toujours, avec un pic au 4e mois, alors que pour le niveau 2, c'est en fait au 10e mois. C'est ça. Vous constaterez que si vous analysez la résiliation sans segmenter par produit, vous allez résoudre les mauvais problèmes pour les mauvaises personnes. Il faut donc toujours veiller à segmenter par produit en comprenant même à quel moment ils se sont inscrits. Il est aussi pertinent de segmenter la résiliation par commercial ou par agent du service client pour déterminer si cela provient d'attentes mal définies au départ. Vous pouvez aussi segmenter par CSM attitré. Si vous avez des gestionnaires ou chargés de clientèle, filtrez selon ce critère pour voir les résiliations. Donc, en résumé, plus vos données clients sont précises, plus vous avez de chances de résoudre le véritable problème derrière la résiliation. Ne changez pas tout le produit pour un seul commercial, un représentant du service client, un mauvais mois ou une intégration ratée. Il faut donc être aussi précis que possible pour éviter un changement global dû à un simple événement ponctuel. L'étape suivante est de comprendre l'activation et de cartographier ce processus pour vos clients. Beaucoup de gens, lorsqu'ils pensent à la résiliation, cherchent à empêcher les clients de partir. Donc, cela signifie que je dois corriger ça. Ah, rendons l'annulation plus difficile. Oui, cachons le bouton. Le pire à faire est de compliquer l'annulation. Ça ne résout pas le problème de la résiliation. Pourtant, c'est ce que beaucoup font. Ils partiront, c'est sûr. Vous aurez de mauvais avis car les gens détestent ne pas pouvoir annuler ou quand c'est flou. On ne sait même pas à qui écrire. On ne sait pas s'ils répondront. Appelez, laissez un message et donnez votre premier-né. Personne n'aime ça. Alors, à la place, ce que vous voulez faire, c'est vous concentrer sur l'anticipation. Pour éviter la résiliation initiale, le premier facteur de réduction du churn, c'est l'activation. L'activation, c'est amener quelqu'un à s'engager avec votre produit, soit l'utiliser vraiment. D'accord. C'est pour ça qu'on appelle ça les 5 M de l'activation. D'accord. La première étape, c'est de cartographier le parcours. D'accord. Donc, vous voulez définir les étapes clés depuis l'intégration jusqu'à la prestation continue afin de comprendre le comportement du client. D'accord. Concrètement, si vous cherchez parcours client sur Google, vous verrez qu'il s'agit de toutes les étapes clés. Ce sont les actions que le client doit accomplir et que votre équipe doit réaliser pour que le client perçoive la valeur et pour traverser l'ensemble du processus de tous les produits. D'accord? Donc, ce sont toutes les étapes que le client effectue et toutes celles que vous effectuez. Vous pouvez, par exemple, appeler le client après la vente, l'intégrer lors d'un appel, lui envoyer un email, puis un autre email, lui offrir un guide gratuit, l'inviter à un appel de coaching. Pendant ce temps, le client peut mesurer ses indicateurs, lancer des publicités et apprendre à les enregistrer. Ces deux parcours se déroulent en même temps et leur combinaison constitue le parcours client. Très souvent, quand je cartographie tout cela, j'aime bien utiliser un code couleur. Les actions du client sont en bleu et les actions que je réalise moi-même sont en jaune. C'est la première étape, cartographier le parcours. La deuxième chose à faire est de mesurer les tendances et ensuite de bien les analyser. Voyez ce thème présent dans toutes ces vidéos. Vos meilleurs clients pour découvrir quels comportements sont corrélés avec la meilleure rétention et le plus d'engagement. D'accord, alors qui reste le plus longtemps et utilise le produit le plus? Qu'est-ce qu'ils font différemment des autres?
N'est-ce pas? C'est une question vraiment intéressante. Posez-vous la question. Donc, une façon simple de mesurer ces tendances est d'interviewer vos meilleurs clients sur ce qu'ils font tout au long du parcours client. Vous les guideriez donc à travers le parcours client et leur demanderiez s'il y a des choses qu'ils ne font pas ou qu'ils font, qui ne figurent pas sur ce parcours client, absent de ce parcours client. Après cette cartographie, vous ferez souvent des découvertes. Souvent, vos meilleurs clients agissent différemment. C'est ce que nous avons constaté chez GymWatch. En réunissant nos meilleurs clients pour un groupe de discussion, nous nous en sommes rendus compte. Ces clients faisaient les choses différemment du reste de notre clientèle. Une fois ces éléments identifiés, on les intègre au parcours client qui ressemble à ceci. Troisième étape, nous formulons une hypothèse. Identifions les étapes clés du point d'activation selon les schémas de nos meilleurs clients. En comprenant leurs différences, nous formulons alors une hypothèse. D'accord, il semble que 8 de nos 10 meilleurs clients font ces deux choses que les autres clients ne font pas. Donc, ces deux choses pourraient en réalité être notre véritable point d'activation. Peut-être que ce que c'est, en fait, c'est que tous nos meilleurs clients amènent leur responsable opérationnel à un appel de vente. Chez GymLaunch, ce que nous avons constaté, c'est que si quelqu'un amenait son directeur des opérations à l'appel de vente et à l'appel d'intégration, la probabilité de fidélisation était presque doublée. Cela peut être un simple point d'activation comme le fait de faire participer leur partenaire à l'utilisation. La quatrième étape consiste à surveiller les résultats. Vous allez donc tester si ces étapes clés favorisent réellement l'engagement, la conversion et la rétention. Qu'est-ce que ça veut dire? Et les gars, dites à votre équipe qu'on va ajouter ces deux éléments comme exigence et tout le monde devra amener son responsable opérationnel à ces 3 appels. Voyons l'impact sur la résiliation sous 90 jours. Si les gens partent à la 6e semaine, on testera cela. Il faudra 3 ou 4 mois pour voir l'effet sur le désabonnement en testant juste ces 2 points. Le point clé, si vous changez plus d'un élément, même un seul, vous ne saurez pas ce qui joue sur la résiliation ou active vraiment le client. Donc, la clé, c'est de tester une chose à la fois. Je sais que c'est agaçant parce que cela prend du temps, mais je vous promets que pire que de ne pas savoir comment vous échouez, c'est de ne pas savoir ce qui crée votre succès. Donc, la seule façon de réussir dans votre entreprise, c'est de mesurer et de tester une chose à la fois. Après cela, ajustez votre intégration et votre offre. Une fois ce processus suivi, vous verrez que ça génère du succès. J'implique l'opérateur lors de l'appel. Vous optimiserez le parcours client vers le véritable point d'activation. Intégrez cela dans la garantie de votre offre pour inclure le point d'activation, si possible. Voici donc un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler. J'ai donc été intégré à un logiciel financier et je suppose qu'ils s'en sont rendus compte. L'activation signifiait que je devais regarder ces 5 vidéos parce que pour m'activer, ce que je devais faire, c'était, il disait, vous aurez vos 2 premiers mois gratuits si vous regardez ces 5 vidéos en format webinaire en direct. Donc, je devais être présent à 1 heure précise, 5 fois, 5 semaines de suite, c'était vers 15 heures. Jeudi, regardez cet enregistrement. Répondez au sondage pour avoir 2 mois gratuits. Je suis sûr qu'ils savent que ça active un client, car devinez depuis quand je l'utilise. Environ 4 ans, non? Pourquoi l'avoir gardé si longtemps? Parce que dans chacun des webinaires auxquels j'ai assisté, j'ai tellement appris sur l'utilisation du logiciel. Sans les suivre, je ne l'aurais pas su. C'est ainsi qu'on optimise une offre. Dites simplement « Inscrivez-vous », regardez ces 5 vidéos et vous pourrez, Alex, tu pourrais aider sur ce point. Oui, et en profitant de la remise associée, vous pouvez annoncer le coût net dans votre publicité en précisant bien que c'est après remise. Si vous voyez des publicités indiquant télévision gratuite avec la mention après remise, c'est exactement comme ça que cela fonctionne. C'est parce qu'ils veulent ainsi vous faire accomplir certaines actions. Pour le service client, le taux de résiliation a grimpé avec le volume et le nouveau produit. Nous avons segmenté nos clients par cohorte et établi des points d'activation selon le produit. Nous acquérons beaucoup d'entreprises à ce stade de manière optimisée. Ils ont 2 produits, mais tout est inefficace et ils doivent croître en faisant tout mieux plutôt qu'en faisant plus. Une entreprise voyait son coût d'acquisition augmenter alors que les publicités ne convertissaient plus. Nous avons donc optimisé leur front-end en revoyant tout leur tunnel de webinaire, leur script de vente et le nurturing des leads. Le taux de transformation est passé de 14,1% à 34,9%. Le ROAS, via ce processus automatisé, est passé d'1,62 à 3,96. Ainsi, le coût d'acquisition client a presque diminué de moitié
et nous avons augmenté la valeur des clients. Nous avons accompli cela via un parcours client bien meilleur. Le taux de renouvellement est passé de 2% qu'il ne suivait pas à 30%. Car le service client avait des points de contact très intentionnels plutôt qu'ad hoc ou au hasard. Ainsi, la marge bénéficiaire est passée de 5 à 30% pour cette entreprise. Le bénéfice a été multiplié par 6. Si vous voulez passer au niveau supérieur, sachez que nous ne l'avons pas fait qu'une fois, mais de très nombreuses fois au cours des dernières années. Donc, deux choses. Sans plan de croissance personnalisé, cliquez sur le bouton sous cette vidéo. Allez la récupérer. Deuxièmement, si vous avez déjà la feuille de route pour la croissance et que vous vous dites « J'aimerais avoir des tactiques plus personnalisées, adaptées à mon secteur pour savoir comment mettre cela en œuvre dans mon entreprise dès maintenant. » Dans le bon ordre, alors j'aimerais vraiment vous inviter à un atelier. Si ça vous intéresse, cliquez un peu partout, vous le trouverez sûrement. Profitez du reste de la vidéo. Ensuite, l'informatique, c'est la façon de gérer, d'analyser et de traiter l'information. Avec un service informatique, vous avez de nouveaux employés qui arrivent et d'autres qui partent avec des données ainsi que des accès liés à la propriété intellectuelle. Alors, que voulez-vous faire pour passer à l'étape suivante? La cybersécurité. Je sais, c'est tellement sexy et tout le monde adore parler de tous ces sujets. Pour la plupart des entreprises, c'est ennuyeux. Donc, la cybersécurité, les malwares, les mots de passe, la gestion des employés, les procédures d'intégration et de départ. Alors, parlons de ce à quoi cela ressemble. L'intégration nécessite des checklists et des processus de création de comptes et de mots de passe pour chaque système avec tous les identifiants de votre entreprise. Voici l'élément clé ici. À ce stade, vous devriez avoir cet outil de protection des mots de passe. Vous devez également vous assurer que chaque compte créé par quelqu'un l'est avec son adresse email professionnelle. Ça semble simple, mais l'effet est surprenant avec ce gestionnaire de mots de passe. On refuse de l'utiliser. Ils utilisent donc leur email personnel pour créer des comptes. Assurez-vous alors d'imposer l'usage exclusif de l'email professionnel lors de l'intégration. Ils doivent tout inscrire avec cette adresse précise. Il existe d'ailleurs des outils pour suivre tous les comptes liés à cet email. S'ils ne l'ajoutent pas à l'outil de protection, vous pouvez utiliser d'autres moyens pour le suivre. S'ils ont créé d'autres comptes avec cette adresse email. Je pourrais donc y aller maintenant et dire « D'accord, laissez-moi voir tous les comptes auxquels Daniel s'est inscrit » et je pourrais entrer son adresse dans le logiciel. Et cela peut me montrer tous les, vous savez, les comptes Pornhub et les D, tous les comptes auxquels Daniel s'est inscrit. Et je peux voir cela. Et c'est ainsi que vous devez vous assurer d'intégrer correctement les gens. La deuxième chose, c'est la formation. Il s'agit d'avoir une formation pour chaque système selon chaque cas d'utilisation ou rôle. Veillez donc à bien former chaque département sur la cybersécurité et sur ce qui leur est propre. Cela sera différent pour un service financier, un service commercial ou un service client. Toute personne qui gère de l'argent, toute personne qui effectue des transactions, cela va concerner ce domaine. Ils auront besoin de beaucoup de formation. Si vous regardez les personnes des opérations, de la gestion des installations, de l'événementiel ou celles qui échangent avec les entreprises du portefeuille, elles n'ont peut-être pas à trop s'inquiéter. Mais ceux qui facilitent les ventes, rédigent les transactions ou manipulent des données financières devront se former à la conformité et s'assurer que nos protocoles de cybersécurité sont en place. Je vais vous raconter une petite histoire. Un fournisseur nous a envoyé un email disant « Salut, juste pour info, nous changeons de compte. Pouvez-vous virer le paiement mensuel sur celui-ci » On payait 150 000 $ par mois à ce fournisseur. Un mois après avoir envoyé les fonds, on reçoit un email de « Hé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'avez pas payé ?» Et j'ai répondu « On paie toujours nos factures. » Donc tu vois, c'est notre façon de faire. Et eux, ils ont commencé à s'énerver, à nous traiter de noms. J'ai dit « Mec, appelle-moi !» Et j'ai appelé le fondateur. Lui, pas d'argent. Moi, voilà la preuve. Lui, c'est quel compte? Moi, celui que vous aviez demandé. Il répond qu'ils n'ont rien changé. En fait, ils ont été victimes d'une usurpation. Quelqu'un d'autre avait créé une chaîne avec 8 de leurs employés reliant nos deux services financiers. Ils communiquaient d'avant en arrière. Et le virement avait été envoyé on ne sait où et était passé par l'enfer des virements à travers tous ces comptes différents. La très bonne nouvelle, c'est que, grâce à Leila, nous avions déjà sagement souscrit une solide assurance cybersécurité s'élevant à plusieurs millions de dollars. Et eux aussi avaient une police d'assurance. Et donc, nos assurances se sont affrontées pour établir les responsabilités. Puisque c'est eux qui ont subi la fuite de données et que nous n'avons fait que répondre, cela provenait donc de leur côté. Ce n'était pas une simple faute de frappe.
C'était vraiment envoyé depuis leur adresse email. Bref, pour résumer, ces choses-là sont bien réelles. Pour certaines entreprises, perdre 150 000 dollars en un mois aurait pu, même avec une assurance, être quelque chose qui aurait détruit l'entreprise parce que vous n'aviez pas la trésorerie. Et donc, j'en parle parce qu'elles sont bien réelles. Et plus vous gérez d'argent, plus vous devenez une cible. Dernier point de cette diapositive, l'offboarding. Encore une fois, si vous mettez en place un processus d'intégration adéquat, car si vous intégrez bien les gens en utilisant leur email professionnel et la protection par mot de passe, alors lors du départ, vous pouvez tout désactiver en un clic. Souvent, ce qui freine un licenciement, c'est l'inquiétude liée aux accès de la personne. Mais si vous utilisez correctement l'intégration et exploitez ces systèmes, alors vous pouvez tout couper en un seul clic. Ainsi, en cas de départ imprévu, de licenciement ou de démission, vous désactivez tout d'un coup en supprimant son compte système. Quels sont les protocoles de cybersécurité de base? Alors, si vous en êtes à ce stade et que votre entreprise passe de 20 à 49 personnes, ce sont des choses que vous devez vraiment apprendre à comprendre. Je ne vais pas vous ennuyer avec ça. Prenez une capture d'écran pour bien saisir le tout. Si quelqu'un vient vous aider à les installer, ce sont là les 5 éléments de base que nous allons vouloir obtenir. Nous voulons avoir un pare-feu, quelque chose qui surveille et filtre essentiellement ce qui entre et sort de notre réseau. Nous voulons chiffrer, soit coder les données pour que seules les personnes autorisées puissent les lire. C'est surtout juridique et financier. Puis, on veut instaurer l'authentification multifacteur. C'est comme sur Google qui vous envoie un SMS pour confirmer que c'est bien vous. Activez cela pour vos différents comptes d'entreprise. Le point suivant concerne la gestion des mises à jour logicielles et des correctifs. Il s'agit du processus de maintenir les logiciels à jour en appliquant les correctifs et les mises à jour de sécurité. Il faut donc les mettre à jour continuellement car ne pas le faire vous rend vulnérable afin d'éviter qu'une violation de données ne se produise. Enfin, vous devez donc mettre en place un contrôle d'accès. Limitez au maximum le nombre de personnes accédant aux plateformes à haut risque, ainsi que pour le financier, le juridique et le transactionnel. Cela concerne les informations clients qui sont confidentielles pour s'assurer que si jamais il y a une violation de données, vous sachiez que seules ces 4 personnes auraient pu y avoir accès. Il faut donc tenir une liste de ceux qui ont accès aux systèmes les plus à risque. Pensez aux aspects juridiques et financiers. Côté informatique, les mouvements de personnel et de données créent des risques. Installez des protocoles cyber, des anti-malware, des mots de passe robustes et des processus d'onboarding et d'offboarding pour sécuriser vos accès. Ainsi, vous resterez serein. Parlons du recrutement, soit l'art de trouver des talents pour votre entreprise. À ce stade, vos besoins en personnel excèdent votre réseau actuel. Vous ne pouvez plus simplement solliciter vos proches. D'accord. Et donc, toutes les personnes compétentes que vous connaissiez déjà ont un emploi. D'accord. Donc, pour passer à l'étape supérieure, vous devez apprendre à recruter des cadres. Vous devez multiplier les entretiens et les intervieweurs, chacun filtrant des compétences différentes. Vous allez remarquer certains points issus des derniers niveaux ici. La première chose à faire, c'est de devenir le chasseur de tête, n'est-ce pas? Ainsi, la prospection devient cruciale car les annonces suffisent rarement pour les postes de haut niveau. Réfléchissez-y, ces rôles exigent bien plus en termes de compétences. Ça demande plus d'expérience. Cette personne est plus rare, donc elle a probablement déjà un emploi puisque plus de gens la recherchent. Moins d'offres et plus de demandes les rendent plus difficiles à trouver. Les meilleurs ont déjà un emploi. Vous devrez donc trouver un moyen d'attirer leur attention. Parce qu'elles ne vous cherchent pas, c'est vous qui les cherchez. Voici donc quelques exemples que j'ai inclus. Grâce à eux, j'ai eu de très bons entretiens avec des candidats. Je les ai donc ajoutés ici pour vous. En gros, je me suis simplement présenté. Je leur donne quelques informations sur moi. Très souvent, je rassure sur mon parcours ou je leur fais savoir que j'ai un poste vraiment intéressant. Et à la fin, je demande toujours, si cela ne vous convient pas, connaissez-vous quelqu'un qui pourrait l'être? C'est vraiment génial car j'ai recruté 2 membres de mon équipe actuelle ainsi. Quelqu'un me répondait « Ça ne m'intéresse pas, je suis très bien là où je suis, mais j'ai justement un ami parfait pour ce poste. » On m'a donné ses coordonnées et dans 2 cas, cet ami a effectivement été recruté. Donc, l'essentiel à retenir, c'est que vous devez commencer à contacter des gens. Pour un poste de haut niveau, la méthode la plus simple est de se demander où ces gens se trouvent. C'est généralement sur LinkedIn où vous pouvez payer pour utiliser des outils comme LinkedIn Recruiter ou LinkedIn Outreach.
Ces deux outils, à différents niveaux, vous mettent en avant dans la boîte de réception de quelqu'un qui n'est pas votre contact LinkedIn, que vous ayez ou non l'audience. En rédigeant un message accrocheur, vous trouverez facilement des personnes sur LinkedIn. LinkedIn permet de filtrer par type d'expérience, de poste, par zone géographique, ainsi que selon bien d'autres critères également. C'est donc un outil fantastique pour faire de la prospection. À ce stade, vous pouvez contacter votre réseau, mais vous avez déjà épuisé cette option. Il faut donc désormais passer à l'étape suivante. Ensuite, passer à un processus d'adéquation en 4 personnes et 4 dimensions. D'accord, donc souvenez-vous, auparavant, dans l'un des niveaux précédents, nous avions le processus d'adéquation à 2 personnes et 4 dimensions. Donc, l'adéquation sur 4 axes reste toujours la même. Nous approfondissons ce que nous apportons à chaque entretien et impliquons davantage de personnes dans le processus, car avec des candidats aux compétences de niveau supérieur, il est plus facile de se faire impressionner. Leurs talents de présentation et d'influence sont des atouts que vous devez être capable de percevoir au-delà d'un simple entretien. Pour recruter à des postes supérieurs, il faut creuser plus et impliquer davantage de gens dans le processus. Comment faire? Segmenter ces aspects. Une personne vérifie les attentes, une autre évalue la culture et une dernière l'adéquation des compétences. On évalue l'adéquation du potentiel. Par exemple, un recruteur filtre les attentes tandis que le PDG évalue l'adéquation du potentiel. 2 autres responsables mèneront les entretiens pour la culture et les compétences. Cela permet de mieux atténuer les risques pour intégrer les bonnes personnes dans l'entreprise. Car à mesure que l'entreprise grandit, vous voulez l'avis d'autres personnes sur ce candidat. À ce stade, vous avez entre 20 et 50 personnes dans l'équipe. D'autres membres de l'équipe savent exactement à quoi ressemble la culture interne. Ils travailleront avec la recrue et sont soucieux de ses compétences, car sinon leur travail en deviendra forcément plus difficile. Il faut donc impliquer d'autres personnes motivées à recruter la bonne personne. Enfin, je dirais qu'à ce stade, il faut toujours mener ce que j'appelle une évaluation du potentiel d'adéquation. L'évaluation de l'adéquation permet de s'assurer que les objectifs de carrière de la personne sont alignés sur vos objectifs pour le poste. Enfin, vous pouvez passer à la sélection pour choisir la bonne personne pour le poste. D'accord. Et donc, c'est ce qu'on appelle le taux, c'est-à-dire la rémunération que vous allez leur proposer. Quelle est l'offre en tant que package global? Et ensuite, comment vérifier leurs références? Voici ce que j'en pense. À ce stade dans votre entreprise, avec moins de 50 personnes, vous devriez participer à toute la sélection des cadres. Vous devriez réaliser l'entretien final. Et je vous conseille fortement de le faire. Je vous recommande d'approuver toutes ces étapes, car réfléchissez-y de cette manière. À ce stade, vous faites une offre. Ce package de rémunération est plus complexe. Il contient plus de variables à ajuster et devra être personnalisé selon l'expérience et les compétences du candidat. Par conséquent, parce que vous avez contacté cette personne et parce qu'elle possède bien souvent plus de pouvoir de négociation, vous devez être très prudent sur la façon dont vous sélectionnez ce que vous choisissez de lui présenter. Et ensuite, la façon dont vous vérifiez les références. Encore une fois, plus un poste prend de l'importance dans l'entreprise, plus la vérification des références devient importante. Ainsi, je n'en demanderai qu'une ou deux pour un contributeur individuel, mais bien plus pour un poste de manager ou de directeur. À ce stade, en tant que leader, avec des directeurs et managers, je pourrais demander 4 ou 5 références et passer 30 à 45 minutes à échanger avec chacune. Je vais poser les mêmes questions à chaque référence pour obtenir les bonnes données et les comparer. Mais je vais passer beaucoup de temps à parler avec ces personnes, car je ne veux pas juste poser une question, mais ensuite en poser 2 autres après chaque réponse qu'ils me donnent. Par exemple, la réembaucheriez-vous si vous le pouviez? Ils disent oui, je demande pourquoi, ils expliquent. Je dis, pouvez-vous me dire pourquoi? Donc, il faut toujours creuser, pas une seule question de suivi, mais 2. Alors, que remarquez-vous? Le fil conducteur est d'approfondir chacune de ces méthodes pour savoir si un candidat correspond bien au poste. Nous allons également réduire les risques en confiant chacune de ces tâches à une personne différente. Et ensuite, nous allons être précis pour notre processus de sélection. Nous allons nous impliquer pour nous assurer que l'offre présentée à cette personne soit personnalisée pour elle. Je veux ajouter 2 choses à ce sujet. Premièrement, cela s'applique au poste de niveau supérieur. Donc, ce n'est plus comme si l'ancienne procédure en 2 étapes était encore d'actualité. On ne fait pas passer tous les contributeurs par une évaluation en 4 étapes. Si vous recrutez en première ligne, comme des éditeurs, services clients ou commerciaux, vous n'avez pas besoin de faire tout cela car c'est illogique.
Nous ne disons pas que nous allons changer tout le processus de l'entreprise. C'est juste qu'à présent, nous devons attirer un nouveau type de profil et le processus pour les attirer est différent. Et dans la même logique concernant la sélection, je vous préviens, il y a eu plusieurs fois dans notre portefeuille où des fondateurs se sont dit « Cette personne voulait négocier son salaire. Comment ose-t-il » Mais en fait, non. Il s'agit d'un poste de niveau supérieur. C'est beaucoup plus courant. Il ne vous insulte pas. C'est juste, c'est tout à fait normal. C'est bien plus standard. Donc, j'essaye de vous en rendre conscient. Parce que si vous commencez à recruter des directeurs, voire même un leader, au-delà de ça, la conversation change, le ton est différent. C'est beaucoup plus comme si vous aviez davantage de discussions avec eux parce que c'est un pari plus important pour eux. L'enjeu financier est plus grand pour chacun. C'est donc bien plus comparable à une relation amoureuse qu'à une aventure d'un soir. Je pourrais avoir 3 ou 4 appels pour discuter de la rémunération avec quelqu'un qui va venir occuper un poste de directeur ou de cadre. Parce qu'il faut s'assurer que cela fonctionne pour les deux parties. Et honnêtement, si vous n'arrivez pas à parler d'argent dès le début, vous n'arriverez jamais à en parler. Pendant toute la durée de leur emploi chez vous, donc autant commencer par la transparence dès le départ, car cela donne le ton pour toute la relation. Cela dit, en recrutement, nos besoins actuels dépassent vos contacts, donc vous avez déjà épuisé votre réseau en cherchant actuellement des collaborateurs. Vous devez donc apprendre à recruter et à organiser de multiples entretiens, ce qui nous amène aux ressources humaines. Les RH réduisent le risque de procès de la part des régulateurs et des employés. D'accord, ça ressemble à quoi? À ce niveau, vous ne pouvez pas attirer des talents de haut niveau car ils s'attendent à une rémunération complète, des avantages et une retraite. Pour progresser, vous devez instaurer des avantages sociaux et des plans de rémunération avancés. Cela rejoint nos propos sur le recrutement. Cela prend plus de temps car ce sont des éléments à inclure désormais. Alors, à quoi cela ressemble-t-il lorsqu'il s'agit de choisir des avantages sociaux? Voici rapidement 5 points pour choisir les bons avantages, même si je sais que ça semble incroyablement ennuyeux. En vrai, c'est ennuyeux, mais c'est important. Même si on se fiche des avantages sociaux, et je sais que c'est notre cas, on n'utilise même pas notre assurance. Beaucoup d'autres gens, en revanche, en ont vraiment besoin. Ayant famille et enfants, ils aiment ne rien payer de leur poche dans leur boîte actuelle. Leurs avantages sont incroyables. Même si c'est peu important pour vous, ça l'est pour votre cible. Ajoutez ceci ici. Pour les chefs d'entreprise, les avantages sociaux offrent généralement un meilleur retour que la rémunération. Écoutez-moi bien. Donc, par exemple, si vous dépensez 1 000 $ par mois pour qu'un employé ait des avantages incroyables, cela fait 12 000 $ par an. Et cela peut permettre de retenir quelqu'un comme si vous lui donniez 40 000 $ de plus par an en rémunération. C'est comme si vous changiez l'argent pour eux à l'avance pour l'inclure. En réalité, c'est souvent une économie. Je l'ai appris car je suis souvent axé sur les chiffres, mais vous obtenez un excellent retour sur les avantages sociaux car les gens les apprécient au-delà de leur coût. Donc, quand vous vous demandez exactement comment savoir quels avantages offrir, n'est-ce pas? D'accord? Je veux que vous considériez cela comme un processus. Évaluez d'abord les besoins. Identifiez les avantages clés dont vos employés ont besoin, leurs besoins et attentes. Puis, vérifiez la conformité du budget et des obligations légales. Concernant le budget et les obligations légales, selon la taille de votre entreprise et l'État, vous pourriez avoir l'obligation d'offrir certains types d'avantages à un niveau précis. C'est un aspect. Renseignez-vous sur Google là-dessus. Ensuite, il faut identifier les avantages clés dont vos employés ont besoin selon que votre équipe soit plutôt jeune ou plus âgée. Elles ont généralement des besoins différents en matière d'avantages. C'est pourquoi vous devez comprendre quels types d'avantages sont disponibles et lesquels sont les plus demandés par votre personnel. C'est essentiel à saisir. Par exemple, qu'est-ce que les gens veulent, n'est-ce pas? Par exemple, chez acquisition.com, nous avons beaucoup de personnes qui ont leur premier enfant, n'est-ce pas? Ils fondent donc leur famille et ont de nombreux besoins pour leurs proches. C'est une chose que je garde bien à l'esprit. Quand j'évalue les avantages, je me demande quels seront les bénéfices pour les enfants de quelqu'un. La deuxième chose à faire est de vous dire, c'est l'attente principale des gens. Et puis, considérez aussi vos obligations légales. Enfin, analysez et recherchez les prestataires en fonction de votre secteur d'activité. La première étape est d'identifier les prestataires populaires dans votre secteur d'activité. C'est le logiciel, les services. Êtes-vous dans le médical? Êtes-vous dans la tech? Tous ces éléments sont à prendre en compte pour choisir avec qui vous allez travailler. Ensuite, il faut évidemment regarder leur expérience, leur réputation et leur technologie. D'accord, voici ce que je dirais.
Peu importe la qualité des avantages si les gens ne savent pas comment les utiliser. Et savoir comment les utiliser dépend du fait d'avoir un bon portail d'avantages. Donc, lorsque vous analysez les prestataires, regardez l'expérience dans le secteur, la réputation et les avis, ainsi que la technologie. Ma plus grosse erreur a été de choisir des prestataires au super avantage, mais avec une plateforme si dépassée que mes employés ne s'en servent même pas. C'est tellement archaïque qu'ils ne savent pas comment faire et se demandent ce que c'est. Certains datent des années 1990. C'est donc ce que vous devez faire à ce niveau. Ensuite, évaluez les plans. Votre prestataire va vous en fournir. Voici les 3 à 5 plans parmi lesquels vous pouvez choisir, d'accord? Et ensuite, vous allez évaluer ces plans en fonction du type de plan, du coût, puis vous allez équilibrer cela avec ce que vous pouvez vous permettre, n'est-ce pas? Et les services à valeur ajoutée, comme le fait qu'ils proposent des programmes de bien-être, des programmes de santé. Il existe de nombreuses options s'ajoutant aujourd'hui selon le plan que vous choisissez. Le point essentiel est de savoir quelle part vous couvrirez et quelle part l'employé couvrira lors de l'évaluation du plan. Vous pourriez leur demander des exemples de plans pour voir ce que cela donne pour les gens dans votre entreprise. Je vous suggère, lors de l'évaluation, de solliciter des simulations afin de mieux visualiser les résultats. Un scénario pour un collaborateur individuel, pour un manager et pour un directeur dans votre équipe. Ainsi, vous saurez ce qu'ils paieraient réellement par rapport à ce que vous paieriez. Car comprenez bien, offrir des avantages sociaux représentera entre 15 et 30 % de la masse salariale supplémentaire à ajouter à votre budget. Quatrièmement, il faut évaluer le support et la conformité. Une fois choisis, assurez-vous qu'ils seront là pour vous soutenir. Cela signifie qu'ils respectent les normes et gèrent l'administration. En ce moment, quand vous avez entre 20 et 49 personnes, c'est là que je me suis trompé. Je choisissais un prestataire et un plan. Sans support administratif, il faut alors embaucher pour gérer l'administratif. C'est ce qu'on veut éviter pour une petite entreprise. Quand vous serez plus grand, il faudra un service dédié aux avantages sociaux avec des milliers d'employés. À ce stade, pouvoir externaliser cela via le fournisseur d'avantages est le scénario idéal. Croyez-moi, car c'est une chose à éviter et votre équipe ne devrait pas avoir à s'en charger. Vous n'avez pas besoin de payer 80 000 $ de plus par an pour gérer les avantages sociaux. Enfin, adoptez et ajustez. Après le choix, communiquez les bénéfices à vos employés pour les convaincre. Par exemple, présentez cela comme un événement spécial. C'est un véritable événement. Croyez-moi, vous ne voulez pas juste leur parler des avantages. Vous voulez leur vendre ces avantages. Souvent, les gens minimisent cela. Ils n'en parlent pas comme un sujet majeur. Vous augmentez vos coûts de main-d'œuvre de 25 % juste pour le bien de votre équipe. Oui, ça attirera des talents, aidera les gens et améliorera leur quotidien. Vendez-leur cet aspect. Assurez-vous de recueillir des retours chaque trimestre concernant vos avantages. Ainsi, vous pourrez clarifier cela lors du renouvellement. Chaque année, vous pouvez décider de rester avec le prestataire, garder le plan ou le niveau de soutien. La seule façon d'agir de manière bénéfique pour l'entreprise est de continuer à solliciter des retours. Et vous voulez que ces tarifs soient réévalués chaque année. Parce que je vais vous raconter une histoire vraie. L'une de nos entreprises, vous savez, une petite entreprise. Donc, dans ce cas, en raison des règles de confidentialité et de la HIPAA, le prestataire de soins de santé ne peut pas nous dire, en tant qu'employeur, qui dans votre équipe utilise les avantages et dans quelle mesure. Mais nous avions un employé qui, d'une manière ou d'une autre, faisait partie de l'équipe et dépensait 1 million de dollars par an en frais de santé. Et donc, le fait est que ce n'était pas eux, c'était leur conjoint qui avait un problème cérébral et qui devait aller dans un hôpital très spécialisé pour passer des examens coûtant environ 25 000 $ à chaque fois. Et donc, tout comme vous avez un score de crédit, il existe aussi une sorte de score de santé pour votre entreprise. Un assureur ou un fournisseur d'avantages sociaux va donc regarder cela et dire « Oh, en fait, c'est une entreprise vraiment coûteuse ». En réalité, on avait juste une personne qui coûtait incroyablement cher et ce n'était même pas celle-là. D'ailleurs, ce coût sort quand même de votre poche, ce qui est difficile. Et c'est ça, je suis juste honnête ici. C'est bien qu'ils ne vous disent pas de qui il s'agit, car soudain, si vous aviez cet employé payé 100 000 $ par an et qu'il vous en coûte 1 million, ça fait un peu mal, pour être honnête. J'en parle car si, à l'avenir, cette personne ne fait plus partie de l'entreprise, vous voulez évaluer cela régulièrement pour pouvoir dire « Ah, en fait, notre score de santé est bien meilleur. » Et donc, vous pouvez nous accorder un taux de risque bien plus bas qu'auparavant.
Et aussi ennuyeux que tout cela puisse paraître, ce sont les choses nécessaires pour grandir. Aux États-Unis, dès 50 employés, vous devez offrir des avantages. C'est légal grâce à l'Obamacare, au moins. On met donc tout ça en place pour passer le cap des 50. Vous voulez mettre ça en place parce que vous en aurez besoin de toute façon, et surtout si on y réfléchit d'un point de vue commercial. Quand on leur demande pourquoi ils restent, les employés évoquent le salaire, mais surtout les excellents avantages sociaux. C'est pour cela. Ou alors il dira, tu sais, j'ai d'excellentes options sur action. Réfléchissez donc à ce que les gens utilisent pour convaincre de rester dans une entreprise. Souvent, ils ne les évaluent pas comme vous, parce que, par définition, vous prenez des décisions différentes. Vous prenez des décisions différentes de celles de votre équipe. Et donc, vous devez les évaluer en fonction de leurs valeurs, pas des vôtres. L'étape suivante, voici la rémunération avancée. La rémunération avancée se décompose en 5 S. Très bien. La première chose que vous allez faire, parce qu'à ce moment-là, réfléchissons à cela. Lors du recrutement de talents, il faut adapter les plans de rémunération en fonction de leur expérience et de vos attentes. Cela permet de les attirer et de les fidéliser durablement. C'est tout l'intérêt de la rémunération avancée. Elle attire et fidélise ou les deux. Donc, pour la rémunération avancée, il faut fixer des objectifs stratégiques. Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Est-ce que vous avez besoin d'attirer des personnes ou de les fidéliser? D'accord. Et puis, il faut aussi définir si votre rémunération sera basée sur la performance ou alignée sur le marché, n'est-ce pas? Souvent, vous vous demandez, est-ce que je paie simplement au tarif du marché pour le poste ou est-ce que je vais rendre cela dépendant de la performance en fonction de ce qu'il fera une fois en poste? Alors, pensons à quelqu'un qui arrive et qui occupe, par exemple, un poste en service client. Alors, allons-nous les rémunérer en fonction de la croissance, de la rétention ou des deux, n'est-ce pas? Lorsqu'ils arrivent, demandez-vous, votre objectif stratégique est-il la performance, la croissance ou la rétention? Est-ce de favoriser les deux? Je vous conseillerais de ne pas dépasser 2 objectifs à ce stade, car cela deviendrait trop complexe, donc 2 au maximum, un étant l'idéal. C'est la dernière chose que je dirais à ce sujet. Personne n'a d'autonomie totale sur un indicateur dans votre entreprise, vous y compris. Et donc, beaucoup de gens disent, eh bien, vous savez, les ventes ont… Oui, je comprends. Je veux vous inciter à collaborer avec les ventes pour favoriser la rétention via de meilleurs appels. Donc, aucune personne n'a une autonomie totale sur un seul indicateur. Pour une rémunération avancée, identifiez leur levier de contrôle principal, celui qui booste votre croissance selon vos objectifs. La deuxième chose à faire est de segmenter et structurer la rémunération. Il faut penser au salaire, puis à la prime ou à la performance. Rémunération et avantages pour motiver l'équipe à s'aligner sur les objectifs de l'entreprise. Nous avons le salaire de base, une sorte de prime incitative, comme je viens d'en parler, et les avantages. Tout cela constitue la rémunération. Ce n'est pas seulement le salaire perçu, elle comprend aussi les avantages reçus. Ce sont aussi les primes qu'ils obtiennent. Considérez tout cela globalement et pas comme des éléments séparés. Vous pouvez miser sur le salaire et proposer un salaire de base élevé, mais une part variable réduite et des avantages corrects. Ou vous pourriez dire, vous savez quoi? Vous n'allez presque rien toucher. Je plaisante. Le salaire n'est pas élevé, mais nos avantages sont incroyables. Vous pourrez gagner beaucoup plus en plus selon vos résultats. Je dirais que beaucoup d'entreprises de cette taille privilégient la performance. Donc, en fait, ils disent, vous savez quoi? Nous allons offrir un potentiel de gain vraiment élevé. Et puis, nous allons proposer un salaire intermédiaire, de niveau moyen. Nous allons offrir de bons avantages. Pris séparément, aucun de ces éléments n'est compétitif, mais avec la rémunération à la performance, ils se disent qu'ils pourraient gagner autant. C'est généralement une bonne chose pour les entreprises de cette taille, car tout dépend de la performance individuelle. Avec 20 à 50 personnes, il est vraiment important qu'elles performent. Vous voulez donc que ce soit un environnement compétitif. La prochaine chose à faire est d'étudier les tendances du marché. Vous devez donc regarder le secteur dans lequel vous êtes pour obtenir des références afin de rester compétitif et d'attirer les bonnes personnes. Donc, par exemple, si j'embauche quelqu'un comme représentant commercial dans une entreprise d'entretien de pelouse, il va probablement gagner un tiers de ce que gagne quelqu'un qui vend des logiciels d'entreprise, voire même un sixième. C'est un tout autre ordre de grandeur. Pourquoi cela? Parce que vous vendez des trucs beaucoup moins chers. Et donc, réfléchissez-y aussi. En ce qui concerne le fait que si ce que vous vendez coûte moins cher, il est probable que la rémunération à la performance pour ces postes sera bien moindre. Il existe de nombreux facteurs qui influencent la rémunération. Par exemple, recruter un directeur financier pour une société de capital investissement coûte généralement beaucoup plus cher que pour une entreprise d'e-commerce. En effet, ces profils possèdent et exigent des compétences spécifiques qui ont une plus grande valeur pour ce genre de structure spécifique. Ce profil est plus rare que dans une entreprise B2C de e-commerce
qui ne fait que compter l'argent contre des transactions de centaines de millions ici? Quelle compétence a le plus de valeur? Elle est valorisée différemment selon le secteur. Ensuite, il reste à définir les indicateurs de performance. Définissez des objectifs clairs et des incitations qui sont liés à leur plan de performance, d'accord? Vous pouvez le faire avec des avantages, mais à ce stade, je vous suggère de ne lier les primes et les augmentations de salaire qu'à leur plan de performance. À quoi cela ressemble-t-il? Cela consiste à pouvoir relier l'évolution de leur carrière à l'évolution de leur rémunération. Si vous définissez clairement le parcours professionnel de quelqu'un pour évoluer dans son poste et que vous liez cela à des augmentations ou à une hausse de leur prime de performance, alors ce sont des éléments qui peuvent fidéliser les employés, améliorer la performance et être vraiment attractifs pour les meilleurs talents lorsque vous essayez de les recruter. Enfin, la dernière chose à faire, c'est de partager et simplifier. Déployer le plan avec une communication claire et recueillir les retours de la personne, n'est-ce pas? Puis ajustez-le à mesure que votre entreprise se développe. Ainsi, chaque niveau de management aura vraiment un modèle pour le plan. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez peut-être en ce moment votre premier niveau de responsable, n'est-ce pas? Vos managers, puis vous avez actuellement vos directeurs. Il se peut que ce soit à ce niveau-là, n'est-ce pas? En ce qui concerne vos managers, après réflexion, il est logique que leur prime puisse atteindre, disons, 25% de leur salaire. Cela a du sens compte tenu du marché actuel, de la taille de l'entreprise et aussi de nos objectifs de croissance. Pour le niveau de directeur, il se peut que vous disiez, à ce stade, les gens peuvent gagner jusqu'à 75% de leur salaire en prime. Voici ce que vous pouvez faire pour les instaurer, puis les réévaluer chaque année. Vous pouvez examiner vos fonds de prime ou votre rémunération à la performance et vous demander, est-ce que cela correspond toujours à mes objectifs d'entreprise? C'est un excellent point de départ, car vous en avez besoin pour attirer et retenir ces talents. Je voudrais juste préciser qu'il faut être clair. Lorsque nous parlons de compensation avancée, c'est que nous voulons réfléchir à ces types de structures plus élaborées en cas de problème. Sinon, soit nous n'attirons pas de talents de haute qualité, soit les talents que nous avons déjà vont finir par partir. Partent pour de meilleures opportunités. Ce contre quoi je vous mets en garde, c'est de regarder cette vidéo et d'instaurer tout de suite ces plans de rémunération avancés alors que vous n'avez pas de problème. Vous n'avez aucune difficulté à attirer des talents et les personnes qui arrivent restent. Donc, si vous n'avez aucun de ces problèmes, vous voulez retarder cette complexité le plus possible. Mais si vous publiez une offre et que vous n'obtenez aucune réponse, c'est qu'il faudra peut-être augmenter notre niveau pour attirer le type de talent recherché. On a déjà vérifié la description du poste et on sait trier les CV, on a fait le tour des bases, il faut juste augmenter l'offre. La meilleure façon de le déterminer est d'étudier le marché. Par exemple, en étudiant les références de votre secteur, vous verrez. Si vous êtes dans la fourchette et payez déjà, il est probable que rien de tout cela n'ait besoin d'être fait pour le moment. Côté RH, nous peignons à attirer les talents de haut niveau vu leurs exigences de salaire complet. Nous offrons des avantages, une retraite et des primes pour mieux attirer et fidéliser les talents, ce qui nous amène à la finance. Finance. Très bien. Donc la finance, c'est la façon dont vous gérez et déclarez votre argent. Au niveau 6, pour l'optimisation, la contrainte est que vous dépensez pour croître, mais ce n'est pas le cas. Donc, l'argent manque et vous vous demandez « Où est mon retour ?» Vous avez investi et pris des paris, mais vous vous demandez « Où va l'argent ?» Il faut donc obtenir des données financières plus détaillées pour passer à l'étape suivante. Et cela s'appelle les opérations financières où la finance se mêle aux opérations. Ainsi, vous pouvez obtenir des informations plus détaillées par produit, comprendre la marge brute ou la LTV, ce qui vous donne une vision bien plus précise sur l'entreprise que vous gérez actuellement. De plus, vous devrez établir un bilan de vos actifs. En dépensant pour acquérir du matériel et du hardware pour votre équipe, vous accumulez soudainement des actifs au fur et à mesure, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir un bâtiment, plusieurs bâtiments, de nombreuses tondeuses à gazon, du matériel de studio, des caméras. Toutes ces choses deviennent des actifs parce que ce sont des biens que vous possédez dans l'entreprise. Il est donc important d'en tenir compte. Lors de l'évaluation d'une entreprise, on la valorise en fonction de ses liquidités et pour son activité propre, basée sur sa capacité à générer des flux de trésorerie. Et juste après, on ajoute la valeur des actifs actuels. Si une entreprise possède 5 bâtiments, la valeur de ces bâtiments s'ajoute à la valeur totale de l'entreprise. Enfin, vous devez commencer à effectuer des paiements d'impôts trimestriels, comme nous l'avons déjà abordé plus tôt. Mais c'est quelque chose à faire absolument. S'il vous plaît, faites-le. Je l'ai inclus 2 fois car j'avais oublié de le faire. C'est à ce moment-là que j'ai commencé. Je me suis dit, bon, il faut qu'on les paie trimestriellement. Je pensais qu'on devait le faire en fin d'année, donc assurez-vous de bien le faire. Optimisez la gestion AR et AP.
Il est donc assez courant à ce stade d'avoir plus de comptes clients, plus de fournisseurs, plus de factures à payer. Donc ces systèmes doivent évoluer. Très bien. Parlons donc rapidement des comptes clients et des comptes fournisseurs. Ne pas collecter n'est désormais plus acceptable. Chaque personne en charge des comptes clients finit toujours par s'autofinancer. Donc si vous n'en avez qu'un, mais que cette personne a déjà du mal à recouvrer tout ce qui est en retard, alors il faut renforcer l'équipe. C'est une énorme opportunité de revenus manqués. Vous ne pouvez pas, pour ce qui est des comptes fournisseurs, vous ne pouvez pas vous permettre de retard de paiement. En e-commerce, ne soyez jamais en retard avec votre prestataire logisticien 3PL. Vous ne pouvez pas prendre de retard pour acheter plus d'ingrédients ou pour acheter, vous savez, plus de stock à l'avenir. Bien plus que de simples fournisseurs, ils sont devenus des partenaires essentiels pour vous. Nous veillons donc à faire les choses correctement. Le meilleur client de chaque fournisseur. Je veux m'assurer que nous payons à temps, que nous faisons ce que nous disons que nous allons faire. Et c'est incroyable à quelle vitesse on peut perdre de l'influence dans une relation à cause de problèmes financiers. Donc si vous payez en retard, je sais tout de suite que je ne vais pas bénéficier d'un service prioritaire. Ils m'aiment moins, c'est parfois ce que je ressens avec les clients. Et donc dans la tête, on se dit qu'on ne l'a pas fait exprès, mais ça a eu un impact réel sur leur entreprise. Assurez-vous vraiment de bien pourvoir ces postes car ils sont essentiels pour votre réputation. Une chose que je veux préciser, c'est que pour développer la gestion des comptes clients, cela n'a pas forcément besoin d'être du domaine de la finance. Il est donc possible que la gestion des comptes clients relève du service client. En fait, cette gestion se situe un peu entre la finance et le service client. L'idée est de veiller à ce que, quand on contacte quelqu'un pour récupérer de l'argent, ce ne soit pas désagréable, qu'on n'ait pas l'impression de vouloir soutirer de l'argent, mais que ça ressemble à une discussion. Posez des questions avant de supposer quoi que ce soit. Demandez simplement « Hey, saviez-vous qu'un paiement a été manqué? Hey, avez-vous changé de carte de crédit? » Donnez-leur toujours le bénéfice du doute. Quand la gestion des comptes clients dépend du service financier, c'est souvent plus agressif et moins empathique. Mais lorsque cela dépend du service client, c'est généralement plus empathique et moins axé sur le fait de vous soutirer chaque centime. Et je pense qu'en réalité, ce que vous voulez, c'est qu'ils non seulement vous payent, mais restent aussi des clients. Et donc, pour cela, il vaut mieux que ce soit une collaboration entre la finance et le service client. La suite concerne le bilan. J'en ai déjà parlé. Songez au mobilier, à l'équipement, la technologie, la propriété intellectuelle ou aux marques et domaines comme acquisition.com. C'est une marque à valeur intrinsèque. Le domaine lui-même vaut quelque chose. Certains éléments de votre entreprise ont une réelle valeur marchande négociable. Vous voulez que ces éléments soient des actifs au bilan. C'est le point le plus important sur le plan opérationnel pour l'entreprise, car c'est ce qui va nous rapporter de l'argent. Avoir un tableau de bord financier est crucial. Je me souviens quand nous avons embauché un contrôleur et que j'ai eu mon premier tableau de bord pour voir les finances de tous les départements. C'est-à-dire, OK, combien nous coûte par mois le service client? Comment le service client impacte-t-il le taux de résiliation ou comment a-t-il réduit les remboursements? Combien cela a-t-il ajouté à notre capacité de recouvrement? Rappelez-vous, sans données, on dépense sans voir le retour. Avec des chiffres détaillés, vous identifiez précisément le coût et la rentabilité de chaque département. Ce département me coûte tant d'argent et il m'apporte tel retour. Plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous devenez un allocateur de ressources. En tant qu'investisseur, vous réallouez votre capital, temps et personnel dans l'entreprise pour maximiser vos rendements. Et vous ne pouvez pas faire cela sans données. C'est pourquoi vous avez besoin d'une personne en finance opérationnelle qui comprend comment l'argent circule et revient dans l'entreprise. Et si vous n'avez pas de directeur financier opérationnel, il ne pourra pas faire le lien. En tant qu'entrepreneur, vous devriez savoir cela. Et si ce n'est pas le cas, je vous mets au défi. Pouvez-vous définir clairement comment chaque département rapporte de l'argent à l'entreprise? Si vous ne pouvez pas le définir, eux non plus ne le pourront pas. Mais vous voulez faire ce lien pour voir le vrai retour sur investissement pour l'entreprise. Par exemple, notre premier tableau de bord financier montrait la marge brute par produit. C'était génial. Parfois, la marge brute touche plusieurs départements. Par exemple, nous avons du service client qui y est associé. Nous avons aussi un peu d'expérience, la technologie associée, et nous cherchons une vision globale. Quelle est la marge brute sur cette ligne de produits? Soudain, on apprend un truc incroyable. Oh mon Dieu, ça rapporte énormément d'argent. Et puis votre contrôleur va dire « Ah oui, c'est super rentable. Vendons-en plus. » Vous vous dites « Sans blague. » Et donc, tout à coup, vous réinvestissez davantage, vous allouez plus de ressources là-bas, et c'est pareil ici. C'est la marge brute. Voici notre ratio LTV sur CAC par produit. Cette ligne génère plus de revenus avec un coût d'acquisition client réduit. Il faut donc penser plus finement du haut vers le bas par source de trafic, ligne de produit ou segment de clientèle. Cela clarifie comment mieux investir dans l'entreprise.
En réalité, l'idée principale ici est de passer d'une prise de décision intuitive à une prise de décision basée sur l'information. C'est le changement majeur. Un thème commun unit désormais tous ces départements. Plus d'intuition. C'est trop important pour prendre ces décisions à l'instant. Passe à l'acquisition de données. Les impôts sont juste un rappel d'épargne. S'ils sont dus chaque trimestre, ne dépense pas cet argent. Économise pour les payer à temps. Tu dormiras bien mieux la nuit. Enfin, j'ai ajouté ceci car je me demandais sa place ici. Mais je t'ai raconté l'histoire de la cybersécurité. Je te conseille de souscrire à une assurance cybersécurité. Franchement, ça vaut le coup, surtout à notre époque, avec l'IA et tout ce qui évolue, ça devient tellement avancé. C'est l'un des types d'assurance les plus chers parce que c'est tellement répandu. Une telle perte pourrait mettre votre entreprise en faillite. Je le recommande vivement, tout comme l'assurance interruption d'activité non mentionnée ici. Mais si un événement matériel affecte votre entreprise, comme la faillite d'un fournisseur, cela pourrait vraiment impacter votre activité. Cette assurance couvrira donc tous vos frais généraux pendant la période nécessaire pour trouver un remplaçant. Par exemple, l'assureur peut couvrir 6 mois de coûts fixes dans votre entreprise jusqu'à ce que vous puissiez redémarrer. C'est pourquoi j'aime me demander quels sont les éléments qui pourraient tuer mon entreprise. Et quel petit pourcentage puis-je payer aujourd'hui pour être sûr de ne plus jamais avoir à m'inquiéter de ces choses-là? Et donc, à ce niveau, pour la finance, au niveau 6, vous dépensez de l'argent pour croître, mais vous ne gagnez pas d'argent et vous ne grandissez pas. L'argent manque et vous cherchez votre retour. Il faut simplement augmenter l'ARNAP. Il faut examiner beaucoup plus en profondeur les données financières. Nos investissements sont des actifs qui figurent désormais au bilan. Nous devons commencer à établir un bilan pour mieux valoriser toutes nos dépenses réelles et dès maintenant épargner pour les impôts. Payez vos impôts trimestriellement et souscrivez des assurances plus complètes si vous êtes exposé. Qu'est-ce qui peut couler mon entreprise et comment l'éviter? En résumé, à ce stade, la contrainte était que nous perdions du temps et des ressources face à la charge de travail. Il y a juste plus de choses partout. Et donc, pour la suite, nous progressons en faisant mieux plutôt que plus. On a eu plein de prospects, on a plus de produits, donc tout est question d'optimisation. Comment rationaliser? Comment se concentrer sur l'essentiel? Comment allouer nos ressources pour un meilleur rendement? C'est le thème de ce niveau, passer de 20 à 49. Vous progressez en vous améliorant au lieu d'en faire plus. Nous sommes passés de 20 à 49 et nous franchissons maintenant le seuil des 50, donc de 50 à 99. Nous visons maintenant une croissance de 50 à 100 employés. Le thème de cette prochaine étape sera la catégorisation. Et si vous êtes tout nouveau ou si c'est la première vidéo que vous regardez et que vous vous dites « Ce serait génial que quelqu'un me fasse une analyse comme celle-ci pour mon entreprise », nous vous offrirons gratuitement une feuille de route personnalisée pour faire passer votre entreprise à 100 millions de dollars. Sous cette vidéo, cliquez sur le bouton pour recevoir une analyse de votre phase actuelle, qu'elle soit terminée ou en retard. Voyez ce qu'il faut surveiller, car vous pouvez être en avance sur 2 étapes, mais en retard sur d'autres. Les points sur lesquels vous avez du retard deviendront, en progressant, des risques de plus en plus importants. Comme nous l'avons dit au début, ce sont des règles générales. Par exemple, vous pouvez être un publicitaire incroyable, mais seulement au niveau 3 en ressources humaines, n'est-ce pas? Et c'est ce genre de choses qui va vous rattraper, et quand ça arrivera, ce sera vraiment désagréable. Si on sait qu'on a du retard sur certains points, on veut regarder en arrière pour s'assurer que tout était réglé. Ensuite, on veut anticiper et se dire « voici les prochains problèmes qui vont arriver ». Comment s'y préparer dès maintenant pour éviter tout retour en arrière? Pour l'obtenir, allez ci-dessous, cliquez, remplissez le formulaire et on vous l'envoie par mail. Cela étant dit, passons au niveau suivant.